Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau point hebdomadaire aujourd'hui. Nous sommes le lundi 26 avril 2021. Nous allons parler de la réflation. Alors bien entendu, nous allons donner une définition de la réflation et nous allons essayer de répondre à cette question. Faut-il craindre la réflation? Alors avant de débuter par les faits marquants de cette semaine, nous allons donc commencer par un rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal, nous pouvons à présent commencer. Alors, l'effet marquant. Alors, on notera que les marchés semblent rejeter les mauvaises nouvelles, hein. Ils tentent de voir le verre à moitié plein et Wall Street qui est toujours sur des records. Alors, une saison des résultats également qui marque fortement ces dernières séances, une saison des résultats qui démarre très fort à Wall Street. On notera la semaine dernière le fait marquant, la Banque du Canada qui a réduit l'assouplissement quantitatif et la BCE qui maintient sa position. Et cette semaine, on prendra connaissance de la décision du FOMC. Alors, les différentes données dont nous prenons connaissance semblent refléter une expansion économique assez rapide et particulièrement à la fin des mesures de confinement. Alors, nous l'avons dit, cette semaine sera plutôt intense, avec notamment le FOMC, mais également le PIB américain, et des résultats trimestriels aux États-Unis très attendus, notamment des géants technologiques demain et après-demain. Alors, on atteste le graphique de droite, hein, nous avons des indices PMI à travers le monde qui indiquent une économie en plein essor, hein. On retrouve ces PMI globaux et le PMI aux États-Unis, donc en nette hausse. Et donc ça caractérise l'essor économique que nous connaissons à l'heure actuelle. Alors nous allons passer par les faits marquants de la semaine dernière. Nous allons détailler ces faits marquants de la semaine dernière, notamment la BOC, la Banque du Canada qui a réduit son QE. Ça a toute son importance, hein, notamment cette semaine avec la décision du FOMC. Et cette augmentation de la fiscalité sur les plus-values, Biden qui cherche à augmenter les impôts, cela a bien entendu créé une légère aversion au risque sur les marchés et donc un repli des indices, mais également sur les crypto-monnaies. Alors tout d'abord la BOC qui a surpris les marchés et qui a réduit son programme d'assouplissement quantitatif de 4 à 3 milliards de dollars canadiens par semaine. La BOC, à l'image de la Fed, a promis de maintenir le niveau actuel de son taux directeur, je cite, jusqu'à ce que l'objectif d'inflation soit durablement atteint. Mais contrairement à la Réserve fédérale américaine, la BOC prévoit des hausses de taux dès le second semestre 2022. Alors ce que l'on notera, c'est que la BOC est largement plus... on pourrait la qualifier de hawkish par rapport aux autres grandes banques centrales. L'USD-CAD a été l'un des les plus volatiles au cours de la semaine dernière. Il est dans une tendance baissière, mais il faut noter que l'USD-CAD sera potentiellement sensible à une reprise ultérieure des rendements américains. Et on va pas mal parler des rendements américains parce qu'effectivement, on peut s'attendre, et ça concerne justement la réflation, on peut s'attendre à une reprise des rendements du 10 ans américain. De son côté, l'Eurocad est toujours au-dessus, hein, des niveaux pré-pandémiques suite à la décision de la BOC. La paire de devises, l'Eurocad, est repassée sous la zone qui a servi de niveau de support en mai 2020. Donc voilà pour le dollar canadien. On va s'intéresser à présent à un que l'on n'a pas suffisamment couvert malheureusement la semaine dernière que l'on n'a pas détaillé. Et nous allons à présent passer sur cette annonce de Joe Biden qui souhaiterait augmenter les impôts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs choses, hein, dans cette proposition. Il compte tout d'abord annuler les réductions d'impôts sur le revenu qu'avait accordé Donald Trump pour les plus riches, ce qui signifie une augmentation de 37% à 39,6%, donc près de 40%. Il prévoit également d'augmenter l'impôt sur les gains en capital, les plus-values de 20% à 39,6% pour les Américains qui gagnent plus d'1 million de dollars. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que malgré ces hausses considérables des impôts, les démocrates manquent de fonds afin de financer, hein, tous leurs projets, leurs idées de politique économique. D'un côté, l'aile progressiste du Parti démocrate souhaite subventionner les produits pharmaceutiques et les soins de santé publique. De l'autre côté, les modérés demandent des allègements fiscaux pour les familles. Et voyez ce graphique en haut à gauche, hein, qui parle de lui-même. Nous avons ici les différents déficits selon les années. On voit le déficit 2020
sous l'ère Trump et le déficit en 2021 sous l'ère Biden qui est largement au-dessus, qui est en train, comme il est écrit en bas, en train d'éclipser le déficit de l'année dernière. Nous allons à présent passer au focus de la semaine, parler de la réflation et quelles seraient donc les conséquences de cette période réflationniste sur les marchés. On va essayer de trouver des exemples et ce n'est pas chose aisée de précédentes périodes qui ont connu donc une réflation. Alors il sera impossible bien entendu de trouver des périodes similaires à celles que nous vivons actuellement, mais on va essayer de déceler des périodes qui s'en rapprochent. Alors tout d'abord, définition que l'on retrouve à gauche, cette définition qui est issue, il me semble, d'Investopédia. La réflation, c'est une politique budgétaire ou monétaire conçue pour accroître la production, stimuler les dépenses et freiner les effets de la déflation qui se produit généralement après une période d'incertitude économique ou de récession. Alors le terme peut également être utilisé pour décrire la première phase de la reprise économique après une période de contraction. Donc c'est une période de croissance économique, voire de reprise économique après une récession ou un ralentissement économique. Et c'est alimenté par une politique économique appropriée. Alors concernant les marchés, il y a deux caractéristiques que l'on peut en tirer, de facteurs que l'on observe dans ce genre de période. Tout d'abord, une reprise de l'inflation et des rendements obligataires, ce qui permet de tenir compte des perspectives optimistes de croissance économique mondiale. Alors, ce qu'il faut savoir, donc je l'ai déjà dit, il y a très peu de périodes similaires à celle-ci. On peut en trouver, si on remonte 20 ans en arrière, dans les années 80-90. Sinon, plus récemment, une seule période pourrait s'apparenter à une réflation, notamment le second semestre 2016, après la crise chinoise, notamment lors du rebond qui a suivi la crise chinoise. Alors, on va s'intéresser, donc, on va déceler 4 périodes essentiellement qui pourraient donc correspondre à des réflations. Tout d'abord 1987, 1994 et les années 1990-2000 et 2016. Alors on le voit ici graphiquement, comme nous l'avons énoncé juste avant, on va s'intéresser à l'année 1994 par exemple. On le voit que cette période a correspondu donc à une nette hausse du rendement du 10 ans américain. En 1994, c'est une des périodes qui va nous intéresser. Nous avons également le tournant des années 99-2000 ici avec une nette hausse du rendement du 10 ans américain. Alors tout ça pour dire, c'est que d'une manière générale, on peut s'attendre à une éventuelle hausse des rendements américains à l'heure actuelle, même s'il y a eu une détente récemment, mais le 10 ans américain, le rendement du 10 ans américain pourrait donc repartir à la hausse dans un nouvel élan. Alors, pourquoi la réflation nous intéresse à l'heure actuelle? Parce qu'il y a des signes de pression inflationniste aux États-Unis qui sont de plus en plus flagrants, malgré les dires de la Réserve fédérale américaine, malgré les déclarations de Jérôme Powell. Et donc, cette hausse des prix, ces signes de pression inflationniste sont visibles des produits semi-finis aux biens de consommation jusqu'aux voitures d'occasion. On le voit sur le graphique de droite, cette hausse considérable aux États-Unis du prix des voitures d'occasion. Et donc, on pourrait assister à une reprise inflationniste assez forte qui pourrait ne pas être transitoire, comme aime le dire Jérôme Powell. Jérôme Powell qui s'attend effectivement à un phénomène inflationniste, mais il ne cesse de répéter que cela ne devrait être qu'un phénomène transitoire. Et donc, en conséquence, il existe un réel risque de hausse des rendements obligataires, comme on l'a vu en 1994 ou bien au tournant des années 99-2000. Et le graphique en haut à gauche nous permet de voir effectivement cette hausse des prix, que ce soit dans les biens intermédiaires, ici en orange. On retrouvera ici les biens de consommation qui ont la seconde place. On aura également les services aux entreprises et on retrouvera également les biens d'investissement. Visiblement, seuls les services financiers semblent se replier. Alors, selon la théorie, la réflation devrait être positive pour les matières premières du fait de leur caractère physique et les actions dites value au détriment des valeurs de croissance. On va essayer d'en parler, on va essayer de voir est-ce que cela se vérifie par le passé et donc on va examiner les performances de différents marchés pendant des précédentes périodes de réflation que nous avons déjà sélectionnées.
Alors, ce que l'on peut voir ici, sur ces différentes périodes, hein, on a parlé donc de, l'année 87, 94, de 99 à 2000 et également le second semestre, de 2016. Première chose qui est frappante, hein, cette nette performance, du copper, donc des métaux industriels qui semblent, robustes. Le pétrole, et le cuivre ont gagné plus de 3 par mois en moyenne et ont progressivement, progressé, hein. Concernant le cuivre, c'est, d'autant plus, flagrant et c'est, beaucoup plus régulier. Donc ça, c'est le premier constat que l'on peut, en tirer, la première conséquence. Ce que l'on voit par la suite, après le pétrole et le copper, on retiendra le gold et le silver qui semblent à la traîne. Ici, on peut le voir, hein, on voit notamment, ces replis ici, notamment en 2016 et en moyenne, hein, nous sommes en territoire, négatif et c'est tout à fait cohérent avec le comportement des rendements. Alors excusez-moi, je reviens. Le comportement des rendements, cela se vérifie par la corrélation significative avec les prix des obligations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que concernant le marché action, en revanche, la théorie n'est pas parfaite. En théorie, les valeurs cycliques devraient surperformer dans un environnement inflationniste et les valeurs de croissance devraient avoir des valorisations beaucoup plus faibles en raison du taux d'actualisation plus élevé, hein. Je vous renvoie au point hebdomadaire d'il y a 3 semaines, on avait abordé cela et visiblement, en atteste ce tableau, hein. Le Nasdaq a surperformé en moyenne, hein, de même que le Russell 2000 Growth, qui a surperformé son homologue, le Russell Value. Donc, ce n'est pas, la théorie ne peut pas être vérifiée d'un point de vue des actions, mais en tout cas d'un point de vue des métaux industriels et des métaux précieux. Cela s'est vérifié sur les différentes périodes que nous avons, étudiées, à savoir 87-94, le tournant 99-2000 et 2016. On va s'intéresser plus dans le détail aux actions et on va s'intéresser aux 10 valeurs les plus performantes, du S&P 500, au cours des 3 dernières périodes, de réflation. Alors, ce que l'on peut, remarquer, c'est que l'on retrouve, énormément de valeurs technologiques et donc cela ne vérifie pas du tout la théorie, qui veut, qu'il y ait une certaine domination, des valeurs cycliques, hein. On le voit ici par exemple, on peut retrouver un peu partout, des valeurs, technologiques qui ont surperformé sur ces différentes périodes et donc visiblement la théorie ne peut pas être vérifiée. Concernant le marché action, je le répète, ce n'est pas le cas concernant, les matières premières. Alors, donc on va s'intéresser à présent parce que la question qu'on se pose tous dans un tel contexte, est-ce que les marchés vont rester sur des records? Est-ce qu'on va poursuivre? Est-ce qu'on va marquer de nouveaux records historiques? Alors, que s'est-il passé en période de réflation? Nous avons 4 cas ici, hein, donc et sur ces 4 cas, à 50 des fois, on a eu un repli considérable, un crash boursier, et donc ça c'est un crash boursier, hein, qui est apparu juste après un essor considérable des actions et c'est notamment ce qui s'est passé, à ce niveau-là, hein. En 1987, il y a la période de réflation, s'en est suivi un crash boursier et ici au tournant des années 99-2000, il s'en est suivi un crash boursier considérable. Alors effectivement, ça ne se vérifie pas, en 2016 et en 1994, mais en tout cas, une fois sur deux, il y a un repli considérable, un crash, boursier suite à ces périodes de réflation. Donc ça pousse tout de même à la prudence, hein, surtout en une période de publication des résultats, d'entreprise, hein. Pour le moment, les résultats d'entreprise ont répondu aux attentes, ont largement répondu aux attentes, mais cette semaine sera, cruciale. Je le répète, on attend les, géants technologiques, dès demain, mardi 27 avril. Pour résumer, c'est très difficile, hein, de trouver des périodes de réflation, qui répondent parfaitement à la théorie. Pour cela, il faut remonter 40 ans en arrière, hein, concrètement. Ce sont des périodes qui sont assez rares et on en trouve très peu, hein, qui collent très bien, à la théorie. Cependant, ce que l'on en retire, pendant ces périodes de réflation, les métaux industriels progressent de manière significative, hein, et d'ailleurs le copper, semble-t-il, a déjà, amorcé, une nouvelle, jambe haussière, mais la théorie n'est pas, vérifiée car effectivement les valeurs de croissance surperforment les valeurs, de rendement, ce qui ne répond pas à la théorie. Et dans 2 cas sur 4, sur les 4 cas que nous avons étudiés, la réflation a précédé un crash boursier.
Alors, ce qu'il faut noter, c'est que sur ces 4 cas que nous avons examinés, aucun ne colle parfaitement à la situation, actuelle, hein. Donc il est très difficile, il n'existe pas de cas passé qui correspond à ce que nous, vivons, actuellement. Les marchés sont accros, sont, dépendants plus que jamais, ça n'a jamais été le cas auparavant, à la liquidité et donc il faut faire très attention à l'inflation et la réaction du marché, obligataire. C'est pour cela que le marché obligataire a pris le devant de la scène pendant, plusieurs semaines et il pourrait, donc à nouveau, focaliser l'attention des investisseurs. Donc voilà pour, ce point sur la réflation très important pour essayer de définir à quoi on peut s'attendre dans une telle, période en se basant, sur l'histoire tout simplement. Alors que nous réserve cette semaine? Une semaine plutôt chargée. Tout d'abord, la décision de la Réserve fédérale américaine, mercredi à 20 h. Il s'ensuivra la conférence de presse de Jérôme Powell 30 minutes plus tard. Alors, la Fed, contrairement à la BOC, souhaite maintenir les taux inchangés à leur niveau actuel jusqu'en 2024. Hein, la BOC a annoncé 2022. Et selon Jérôme Powell, hein, l'inflation ne sera que transitoire. Et donc, cette opinion semble de moins en moins crédible. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il change son fusil d'épaule. Il ne faut pas s'attendre à ce que Jérôme Powell change d'avis, ou en tout cas qu'il le dise clairement. La Réserve fédérale américaine va continuer d'adopter cette approche de, entre guillemets, je ne crois que ce que je vois. Et donc, c'est un risque considérable de surchauffe pour les marchés, notamment à court terme, et donc une correction rapide si la Réserve fédérale américaine se trompe et si cela est prouvé, notamment concernant l'inflation. Alors, il est possible, même si ça reste assez probable, hein, que la Réserve fédérale américaine relève son taux, IER, c'est l'Interest Rate on Excess Reserve, c'est le taux, pour, les réserves, excédentaires et donc il est actuellement à 10. Cela pourrait réduire la pression sur les taux d'intérêt à court terme. Ça reste très peu probable. La réponse mercredi, bien entendu, on vous tiendra informé, hein, pendant, la soirée. Tout d'abord de la décision de la Réserve fédérale américaine et ensuite des points à retenir de cette conférence de presse de Jérôme Powell. Et nous l'avons dit, il y a également les résultats, d'entreprises. Tout d'abord aujourd'hui nous aurons Tesla et donc les géants technologiques, qui vont également présenter, leurs résultats, trimestriels. Alors jusqu'à présent, la saison des résultats a été plutôt, fructueuse, des résultats supérieurs, aux attentes. On s'y habitue, hein, c'est, pratiquement tout le temps le cas, mais cette fois-ci, c'est, supérieur à plus de 34 avec des chiffres d'affaires qui ont dépassé les attentes de plus 6. Alors concernant, les statistiques, concernant les données macroéconomiques, on prendra connaissance jeudi à 14 h 30 des données sur le PIB, américain selon les attentes pour une hausse de 5,7 en glissement, en annualisé pardon, mais on peut avoir un chiffre supérieur, aux attentes. Les ventes au détail pourraient le suggérer. On prend connaissance donc de l'inflation CPI flash de la zone euro pour avril, toujours, jeudi. À noter mardi la confiance des consommateurs du Conference Board aux États-Unis et vendredi enfin l'inflation PCE aux États-Unis pour le mois de mars. Et à gauche, vous retrouverez le tableau des différentes, publications, résultats d'entreprise. Ce tableau vous a été, partagé d'ailleurs sur le Twitter, d'XTB France, hein, notamment demain, Microsoft, Alphabet, on aura Apple, mercredi et Facebook, par la suite Amazon et j'en passe. Donc une semaine cruciale, hein, pour les géants, technologiques. Ça pourrait être un tournant, en tout cas pour Nasdaq, mais on restera extrêmement prudent face, au rendement du 10 ans américain. Et sur ce point hebdomadaire touche à sa fin. Si vous avez des questions, que ce soit concernant la réflation ou concernant des événements à venir cette semaine, excusez-moi, je vais y arriver. N'hésitez pas à les publier, en commentaire si vous avez des remarques également. Sinon, bien entendu, afin de nous encourager, vous pouvez liker cette vidéo, voire la partager sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Merci, pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le Good Morning Market, un Good Morning Market qui sera cette fois-ci centré sur les crypto-monnaies. Au revoir.